Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder à Simi, à Bangboka, mais également à Bafouassende. Nous sommes à la Grande Orientale. Bienvenue, kiosque, c'est le 3e numéro. Vous l'avez constaté, vous, Quinois et Quinois, ce matin, il y a une paralysie totale dans le secteur de transport en commun. Les transporteurs ont débrayé et à la base, ces derniers arrêtés du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, cette décision qui n'a pas rencontré en tout cas l'assentiment de la SECO, l'association des transporteurs du Congo. Pour ces transporteurs, donc, il n'y a pas moyen de pouvoir réduire de moitié le nombre de passagers dans des taxis et taxi-bus. Et ils ont débrayé ce matin le phénomène ligne 11 constaté ce matin du côté de l'UPEN, du côté de Kitambo Magasin, pour arriver en ville, tout comme du côté de Limité dans la partie est-centre, tout comme dans la partie est du pays, vers Massina. On en parle tout à l'heure. Est-ce que c'était une mesure très bien réfléchie? Parce que déjà, il y a des grognes dans la ville. Tout à l'heure, la clameur publique dans l'affaire de 500 du président de la République, ou soit des députés, et même les bureaux de l'Assemblée, c'est complet de pouvoir calmer la tension, mais un bureau qui se dédie. Les rapporteurs de ce bureau ont tenu une conférence de presse hier pour éclairer la lanterne de la presse, mais qu'il y ait des contradictions entre l'audio du président Mbosso Christophe Kodiampouanga et lui, les rapporteurs, tout comme d'autres députés qui se sont exprimés sur la question. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Kiosque d'aujourd'hui reçoit pour vous Patrick Eyalé. Patrick, bonjour. Bonjour Serge. Un très bon séjour à Mwanda. Oui. La cité côtière. La cité côtière, j'ai eu le privilège de couvrir l'activité ayant conduit le ministre des Finances, chef de la délégation, le ministre des Hydrocarbures, M. Boudimbo, ainsi que le ministre de l'Énergie, M. Olivier Mouenze. Malheureusement, toute la délégation n'a pas signé le document, alors que ça a été prévu, les renouvellements de ces permis d'exploitation. Non, après discussion, il s'avère que les débuts de renouvellement de permis devraient intervenir en 2022. Mais Perenco s'est montré, je dirais, précis et pressant, parce que l'enjeu aujourd'hui, je sais que généralement les gens aiment écouter les nouvelles du genre, il y a eu des morts à Lituri, on n'a pas payé des infirmiers, mais souffrez d'écouter aussi certaines nouvelles pour l'intérêt de la nation. Il faut quitter les sentiers battus. Moi, je n'aime pas ça. Il faut améliorer la qualité du débat public. Voilà. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a l'opportunité de la transformation du gaz, que ce soit le gaz méthane au Kivu et le gaz naturel dans le littoral de Mwanda. On peut le transformer en énergie électrique. D'autres pays l'ont fait avec succès. Le Gabon, le Cameroun, l'Angola. Aujourd'hui, c'est une forme d'énergie, d'ailleurs, la plus prisée. La Perenco est à même de transformer et de produire ce gaz en énergie. Mais il se pose un problème, ou il s'est posé un problème. Lequel? La Perenco a reçu le permis d'exploiter le gaz, mais pas de le transformer, de le produire en énergie. Pour ce faire, s'il veut produire et même commercialiser, on parle de 200 MW, il lui faut souscrire dans une autre forme de régie juridique et fiscale, qui est différente du régime dans lequel il fonctionne avec les hydrocarbures. Voilà pourquoi les experts des différents ministères ont eu cette réunion et ils ont décidé de mettre une sous-commission pour non seulement commencer à étudier de l'avenant qui permettra à ce qu'on prolonge ou pas les permis d'exploitation, mais aussi de voir si Perenco ne peut pas être celui qui va commercialiser ce gaz en énergie, quelle société et quels sont les mécanismes y afférents pour y arriver. Mais pour aussi chuter dans le même cadre ou dans le même élan, aujourd'hui même, non c'était hier, le gouvernement a débloqué les 5 millions de dollars pour le dégazage de la baie du golfe de Kabono. Une situation qui a perduré depuis. C'était presque un serpent de mer. On parlait du dégazage, ça va faire des années et des années.
Mais aujourd'hui, il faut le dire, grâce à l'implication, à la volonté du ministre actuel, mais aussi du ministre des Finances. Parce que généralement, on connaît comment ça opère ici. Quand vous n'avez pas été impliqué dans la négociation, dans la signature du contrat, généralement, on traîne les dossiers. Parce que le français ici, M. Michel, pour ne pas le citer, qui a été désigné, n'a pas été désigné par ce gouvernement. M. Michel, qui a opéré le dégazage du lac Nyos au Cameroun, a été désigné des lustres, et il n'attendait que l'argent pour se faire. Je vais revenir à vous. On va rester dans les secteurs. Hein. Merci beaucoup. Patrick Yalé, c'était juste une brève introduction. Mike Gardi Diana est avec nous pour ce numéro. Bonjour, cher ami, cher confrère. Bonjour, cher. On peut parler des hydrocarbures, hein, parce que c'est quand même un secteur clé dans notre pays. Vous avez suivi la décision de Didier Boudimou, non pas comme individu, mais comme ministre, via son secrétaire général, avec des mesures pour pouvoir un peu informer Adam Gettler l'expiration de ces titres d'exploitation. Merci beaucoup. Et Gettler n'a pas croisé les bras, hein, il a réagi via ses avocats pour dire qu'il y a eu des arrangements qui ont été faits avec le gouvernement précédent. Nous risquons d'aller devant les cours des tribunaux. Devant les cours des tribunaux, peut-être, mais je crois qu'à ce stade ici, il faut rappeler une chose assez importante, c'est que cette réaction du ministre Didier Boudimou n'est pas mal abstraite, n'est pas une décision prise de manière olé olé. Il vous souviendrez, conformément au code pétrolier, encore la loi des hydrocarbures de 2015, il est prévu en fin 2021 le lancement d'un appel d'offres pour les différents blocs, les 19 blocs pétroliers. D'où cette pub que nous voyons. Exactement, c'est fait dans le souci d'animer pour pouvoir attirer vers la RDC les investisseurs, parce qu'aujourd'hui, il ne faudra pas également oublier, sur le plan mondial, les experts ont déjà dit qu'on va atteindre possiblement le pic pétrolier d'ici 2025. Aujourd'hui, nous on a 2 blocs, ça veut dire que ça représente une certaine valeur. En quelque sorte, le ministre s'est mis dans une logique de renflouement de caisse de l'État, parce que c'est dans cette dynamique-là que cette décision a été prise. Je crois que moi, je me dis, bon, pour quelqu'un que je ne connaissais pas très bien à peine, je crois que le secteur semble lui aller, dans le sens où, si on était dans la logique d'autrefois, on aurait décidé de pouvoir briser un peu l'élan qui a été déclenché par son prédécesseur. Pourtant, je crois que le fait que c'est une question d'intérêt général, moi je suis pour. Et aussi en ce qui concerne Dan Gettler. C'est vrai, Dan Gettler, c'est un opérateur qui a accompagné la RDC depuis un certain moment. Derrière lui, il faut voir l'Israël. Justement, c'est un rapport entre États. Mais maintenant, la question, c'est que dans les différents arrangements faits autrefois, ce qui pose problème, c'est la traçabilité des différents des fonds et des droits. Dan brandit même une ordonnance du Conseil d'État. Hein. Ouais, oui, mais logiquement, c'est ce que je dis, c'est un rapport entre États. Il y a des documents, oui, mais le problème, c'est dans la traçabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, le patron du secteur est à même, avec le ministère des Finances, de pouvoir établir une certaine traçabilité dans les fonds dégagés pour pouvoir l'insérer encore dans ce secteur-là, parce que le secteur pétrolier a vraiment besoin d'un coup de pouce? Ça, c'est la grande question. Moi, je crois qu'au lieu d'arriver au niveau des cours et tribunaux, il y a toujours une possibilité de pouvoir renégocier, parce qu'aujourd'hui, il faut dire vrai, la RDC en gagnera encore 2 ou 3 fois plus en allant dans cet appel d'offres au regard de la pertinence, au regard du besoin, au regard de ce que représente le bloc. Mais pourquoi la RDC sur le plan international? Peut-être pas, par exemple, avec Total, comme on voit au Gabon, Total, comme on voit au Congo-Brazzaville. Apparemment, nous, on se contacte des sous-traitants. Hein, Malheureusement, on va d'avenant en avenant. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui a motivé la réaction de la société civile lors de la signature de 5 contrats avec Parenco. La question, c'était pourquoi aller dans ces avenants? Pourquoi ne pas aller directement chez les exploitants reconnus et autres, au lieu de pouvoir passer par là? C'est une question très pertinente que moi je ne sais pas répondre maintenant, mais je crois que c'est aussi dans la politique de l'État congolais continue à agir un peu dans l'ancienne dynamique. Vous savez, nous ne sommes plus cet État post-conflit qui voulait faire les choses juste dans le besoin attractif. Aujourd'hui, on a le droit de pouvoir profiter des différentes richesses. Il y a un problème, parce qu'il ne faut pas voir chasser dans le Gettler, il ne faut pas dire ceci. Il y a aussi le climat des affaires, il y a les mondes extérieurs qui nous regardent. C'est là où j'ai mis entre parenthèses l'hypothèse d'aller devant les cours des tribunaux, parce que ça n'ira pas dans l'avantage de la RDC de pouvoir engager, alors que nous, on a besoin de pouvoir exploiter ces pétroles-là, demander aux investisseurs de pouvoir venir. Je crois que ça ne sera pas une bonne idée. Il s'agit de deux blocs. Il y a au niveau de l'Albertine, et puis au niveau de la cuvette centrale. Ouais. Mais pour revenir à la bonne, comme on dit,
un bon arrangement, un mauvais arrangement, qui a un bon procès, il faudrait que toutes les parties reviennent sur la table, autour d'une table. Bon, s'il faudrait des négociations, je veux bien, moi en tant que citoyen congolais, mais j'aimerais que sur ce point ici, sur ce sujet, vous voyez, on peut se partager, on peut se diviser sur les compatriotes, les nôtres, qui auraient mal agi, mal fait, détourné, ce sont nos compatriotes. Mais moi je me dis, avec le dossier qui nous oppose aujourd'hui avec Dan Gettler, nous devons être une nation. Seuls les intérêts de la République. Mais il ne faut pas marcher sur les lois du pays. Non. Sur cette affaire du Conseil d'État, vous vous souviendrez que Dan Gettler a été à plusieurs fois sanctionné par les trésors américains. Par beaucoup de juridictions, pas seulement américains, par beaucoup de juridictions. Ça veut dire que nous avons en face de nous un homme d'affaires, je ne dirais pas qu'il est véreux, mais sulfureux un peu. Merci de me prêter le mot qu'il faut. Merci en tout cas. Donc, devant le Conseil d'État, la République a signé avec une firme. Dans l'entretemps, M. Gettler, comme dans ses tours de passe-passe, a revendu ses acquis à une autre firme, et cette firme-là qui se présente devant le Conseil d'État. Un peu comme avec la Gécamine, hein. Moumi, après, il aurait revendu la femme, se flairette. On fait produire des avenants de manière illicite. Ça, c'est vraiment un sérieux problème. Les modes opérandi des Gettler. C'est toujours ce nous qu'on le met, qu'on le cache qui fait flou. La République n'a pas signé. Il est fort dans ça. Hein. La République n'a pas signé avec la firme qui s'est présentée dans le Conseil d'État. Donc, il faudrait que l'opinion sache, devant les prétentions émises par celui qui a porté l'affaire au Conseil d'État, que nous sommes encore là dans ce que tu as dit, le mot que tu m'as dit, que tu m'as gentiment prêté, dans le caractère sulfureux de cet investisseur. Il nous faut maintenant quitter un peu ces sentiments, il nous faut un peu quitter maintenant cette faiblesse que l'on a d'avoir peur de nous retrouver, d'avoir peur de nous retrouver devant des causes et tribunaux. Même à l'international peut-être. S'il faut passer par là, autant donner pour nous sommes dans nos droits, parce que l'expiration qui lui avait été, parce que l'exploitation qui lui avait été donnée est si. Merci beaucoup. Il vous dit qu'il y a eu des arrangements avec le gouvernement précédent, c'est bien dommage. Quels sont ces arrangements? Est-ce que ce sont des arrangements qui vont au-delà de ce que la loi dit, qui vont au-delà de ce que prévoit nos textes? Je crois que dans la même dynamique. Vous savez, moi j'exclus, je ne suis pas très fan de l'hypothèse d'aller devant le cours des tribunaux parce que je sais qu'aujourd'hui, partant de textes, il y a plusieurs possibilités. Quand on sent, parce que la réputation de Dan Gettler est connue internationalement, quand l'État congolais aujourd'hui émet beaucoup de doutes sur lui, on a la possibilité de pouvoir rompre nos liens. On est une nation, nous sommes... Mais nous savons que Gettler avec les Juifs, et nous savons les penchants, les Félix vis-à-vis de cette communauté-là. Serge Kabongo, même l'Israël sait que les relations avec l'État congolais, c'est une relation qui est basée sur l'intérêt. On est dans un rapport étatique. On ne parle pas des individus. La question, c'est que, permets-moi juste de chuter, il est important. Aujourd'hui, l'État congolais, au regard des différents antécédents de Dan Gettler, a le droit de pouvoir rompre ses contrats. Il y a toujours une possibilité. Pour le donner aux Américains. Les Américains, encore faudrait-il qu'il en fasse à une demande ou à un besoin. Il y a un appel d'offres qui sera lancé. Il faudra attendre l'appel d'offres. Et c'est dans ce contexte-là, le Congolais pourront gagner beaucoup plus. Et c'est là où moi j'encourage les efforts de Didier Boudimbu. Je crois que c'est la meilleure des choses à pouvoir faire. Il faut attendre l'appel d'offres parce qu'on est à une phase où c'est important que le Congo puisse profiter de ses richesses. Je crois que pourquoi on n'a pas le droit de se précipiter. Merci Garudi, Diana, merci à Patrick. Et allez, voilà, c'était pas vraiment à l'ordre du jour de cette émission, mais des grandes questions comme ça, on va peut-être les évoquer demain, jeudi, je crois. Faustin Koudiassiela sera avec nous. Il m'a confirmé sa participation à l'émission de demain pour qu'on parle un peu économie. Avec ces grands contrats, on parle des milliards de dollars pour le grand Inga. Mike Gardi, Diana, vous avez quitté l'UPEN, vous avez quitté Ngalema. Je ne sais pas si vous avez observé un peu la paralysie dans le secteur du transport en commun. Oui, mais certainement, depuis un certain moment, moi, je crois que je me fonds dans la masse. Je vous assure qu'aujourd'hui, pour arriver ici, j'ai dû dépenser le double de ce que je dépense généralement pour arriver à kiosque. Pourquoi? Parce que le transport est compliqué et l'arrêt des Lupin, il n'y a même pas des bus Transco. C'est là où je me dis, en fait, le Congo a un problème dans la logique de la réflexion. Je ne veux pas ici remettre en question. La troisième vague de Covid-19 est un problème, ça c'est sûr.
Mais le problème, c'est que quand on veut réfléchir sur ce genre de décisions, j'ai l'habitude de dire aux gens, la Covid-19 est, à mon humble avis, beaucoup plus une crise économique que sanitaire. Quand on veut prendre ce genre de mesures impopulaires, il est important de pouvoir réunir les différents secteurs qui peuvent subir des effets pervers de chaque décision prise. Au-delà, vous parlez de l'ASECO, mais moi je pense également que le gouverneur n'a même pas pris les soins d'échanger avec les différents opérateurs du secteur, des différents secteurs, le transport et les autres qui sont dans je crois, comment on dirait, les brassicoles et tous les autres qui vont subir des effets pervers dans cette question-là. Parce que, à mon humble avis, actuellement, il a fallu d'abord pouvoir réfléchir en amont, trouver un terrain d'entente, savoir que l'État, au-delà de pouvoir imposer des mesures, l'État a un devoir philanthropique de pouvoir sécuriser non seulement les citoyens, mais également les différents opérateurs économiques. À ce stade ici, quand vous êtes patron dans le secteur de transport d'une entreprise, de manière brutale, on prend une décision qui risque d'affecter vos recettes à 50%. C'est dans ce contexte-là que l'État se retrouve dans la posture ou dans une position de faiblesse, n'ayant pas la possibilité de réguler les secteurs, où on laisse libre cours aux différents chauffeurs et autres acteurs de pouvoir fixer les prix convenablement, parce que quand on est dans un rapport commercial, personne n'aimera travailler à perte. Mais quand vous suivez, par exemple en France, on vous dit c'est l'État qui va peut-être subventionner tel secteur parce que on va changer les manques à gagner. Calculer les manques à gagner. On a comme l'impression maintenant, face à cette troisième vague, c'est la République qui jette les peuples entre les mains, c'est le peuple qui va tout payer finalement. Malheureusement, c'est ça le grand problème. On est dans cette politique-là où l'État est radin. L'État ne veut pas prendre ses responsabilités. Entre les urgences et les impératifs de l'État, il y a également une limite des régulations dans les différents secteurs et le bien-être de chaque citoyen. J'ai l'impression que l'État a décidé de s'imposer au lieu de pouvoir tenir compte également. C'est comme je dis, on est dans un rapport commercial. Vous ne demanderez pas à moi qui ne vis que de mon petit véhicule de taxi, de vivre, c'est-à-dire de couper à 50% mes recettes. Comment je prends en charge le chauffeur? Comment je noue les deux bouts du monde? Le prix de carburant n'a pas baissé. Le prix de carburant n'a pas baissé. C'est d'ailleurs de ça qu'on est en train de parler, alors que si on va dans des offres un peu plus sérieuses, le Congo pourra profiter, parce que dans le code, dans son article 23, on précise que d'abord, le marché local a priorité dans toutes les exploitations des hydrocarbures et autres. Donc, vous comprenez qu'on est dans un contexte où, sur le plan, dans les agrégats, rien n'a changé convenablement, mais on prend des mesures impopulaires qui risquent d'affecter et causer, nous créer ce que les informaticiens appellent un cheval de Troie. C'est là où j'appelle au gouverneur, particulièrement au chef de l'État. C'est vrai qu'on est dans un contexte de Covid. Pendant que nous, on réconfine les gens, on va dans ces mesures-là, la France a qui est continué à être affecté, qui sont dans la même dynamique de nous de vaccination, commence déjà à apprendre à vivre avec le vaccin. Et chez nous, ici, c'est vrai que cette vague-là est un peu plus virulente, mais le plus important actuellement, c'est que quand vous voulez prendre des décisions, il faudra comprendre que la dimension sanitaire n'est pas la seule option à prendre en compte. On est dans un contexte de crise. Le chef de l'État est en train de faire des efforts avec l'ensemble de l'équipe du gouvernement pour pouvoir soulager tant soit peu. Il ne faudra pas oublier cela. Il ne faudra pas prendre des mesures qui risquent encore de torpiller et de pouvoir mettre la population sur la sellette. Je crois à ce stade, il n'est jamais tard pour bien faire. Il serait nécessaire que le gouverneur, avec son équipe, se mette ensemble, réunisse les différents opérateurs économiques, qu'on trouve un moyen. Si on trouve que c'est urgent et c'est pertinent qu'on y reste, ce que je pense, l'État doit s'assumer et prendre en compte le manque à gagner et pouvoir injecter un peu de moyens pour pouvoir subvenir et sécuriser les différents opérateurs économiques. Sinon, on risque de jeter en pâture l'économie. Et quand on jette l'économie, rassurez-vous, ça sera encore comme l'autre fois. Aucun Congolais, face à la faim, j'ai préféré mourir de Covid-19 que de mourir de faim à la maison. Il est temps de pouvoir arranger ça. Ah oui. J'ai suivi le journal de CCTV hier ou avant-hier. Le président de la SECO, je rectifie, hein, ce n'est pas l'association des transporteurs, c'est l'association des chauffeurs du Congo, qui disait qu'ils n'ont pas été, Patrick, associés à cette décision, ou bien informés, ne fût-ce que. Peut-être que Ngobila se réveillé, il prend son arrêté, à l'issue ou pas d'un conseil des ministres, c'est difficile de l'affirmer. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est la population qui en fait les frais. Parce qu'on vous dit 2 personnes dans un taxi au niveau de la deuxième cabine, mais le coût qui va payer maintenant l'autre place, c'est-à-dire les taxis, quitte de 500 à 1000 francs. Serge, on n'a pas le luxe, de se payer certaines mesures que le gouvernement, tant au niveau national
qu'au niveau provincial sont en train de prendre. Il se posait une question. Dans les pays où l'indice de richesse est très avancé, je dirais dans les pays occidentaux, quel équilibre faire entre la préservation de la santé publique et l'économie? Ils ont ce choix qu'ils peuvent faire de dire on peut prendre telle mesure, comme l'a dit mon ami, l'État subventionne. Mais nous, on n'a pas ce luxe-là. Même si, déjà qu'on souffre de la modicité des recettes. Donc, on ne va pas se leurrer en disant que l'État peut subventionner certains secteurs. Moi, je pense qu'il serait sage qu'on adapte les mesures par rapport aux réalités congolaises et quinoises. Ce que je recommande au gouvernement, c'est l'intensification de la campagne contre les gestes barrières. Il faut remettre le couvert. Mais les gestes barrières, c'est aussi ça, la distanciation. Hein. Non, dans le bus. Mais tout simplement, quand je dis adapter, quand je dis adapter, nous avons des moyens de transport qui sont les nôtres, où on a des foula dans des bus, où on doit s'entasser. Donc, gardons ça, mais exigeons, soyons sévères par rapport aux gestes barrières. Là où on ne peut pas faire de la distanciation, le port de masque doit être obligatoire. Et même les receveurs doivent l'exiger. Le receveur doit avoir au besoin un thermomètre et un désinfectant. Prenons des solutions, je dirais, simples, qui ne vont pas nous coûter, qui ne vont pas coûter à l'économie. Des désinfectants, que oui, rappelle hydroélectrique. Lubrifiant. Voilà, un peu d'humour n'a jamais fait du bien. N'a jamais fait du mal. Voilà. On ne peut pas fermer le marché. On ne peut pas, comme ça, mettre à genoux l'économie. Là où on peut trouver des solutions palliatives, appliquons-la. J'ai aimé la proposition de Patrick. Hein. Chaque receveur, avoir un thermomètre, mais avoir un désinfectant, chaque passager qui entre, voilà, c'est tout. Les points obligatoires de masque pendant tous les parcours. Pendant tout le trajet. Sur le code vestimentaire, pour des raisons de licenciation, interdire par exemple les tenues légères, par exemple le cinglet et autres, la transpiration est également facteur de contamination. Est-ce que Mobila nous fait... Mais on a deux... J'ai suivi il y a une année les chefs quand il avait demandé, il avait instauré l'état des sièges sanitaires ici. Il avait dit que la chaîne de solidarité, s'il y a l'argent, s'il y a des biens, c'est aussi pour compenser et ceux qui vont peut-être connaître des marques à gagner. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui nous dire en termes d'argent, on avait eu combien et on a déjà compensé. On peut même donner $1 million à la SECO pour dire, bon, à SECO, vous êtes une structure, par exemple, ordonnée, donnée à chaque membre affilié en ordre de... Non, ça sert pas juste, parce qu'il n'y a pas que la SECO. Quand la SECO va demander, les tenanciers des bars, ils vivent de ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va régulièrement dans les bars, mais je comprends. Mais ce sont nos mamans qui vendent. Mais voilà, ils font nourrir leur famille. Les gargotes, ce qu'on appelle les maléois. Mais comment ils vont faire ces gens? Mais j'ai fait un tour. Hier soir à la Tchangou, j'ai comme l'impression que cette pandémie n'existait pas. Non. Quand vous regardez comment les gens se comportent dans cette partie de la ville de Kinshasa, rien à voir avec nous qui habitons Kitambo, Gombe, il y a la police derrière nous à tout moment. On ne sent pas cette présence de la police comme c'est chez nous à Kitambo, à Bandal, à Lingwala, dans la commune de Kinshasa, à la Gombe, à la Tchangou. Pourquoi? C'est une question de culture, Serge Kabongo. Vous parlez de mégalopole. Cette contrée-là, il y a eu une surpopulation extrême. Dans le contexte de vie, je vous donne par exemple, les gens se plaignent et disent, quand vous arrivez à Tchangou, par exemple, pourquoi les gens s'entassent? Combien de marchés viables y a-t-il dans ces coins-là? À part le marché de la liberté, il n'y en a presque plus. Pourtant, au regard du nombre, de la démographie qu'il y a dans cette contrée-là, dans le contexte de la crise sanitaire, il est impossible. Non, j'ai dit, comment cette même police congolaise agit d'une autre manière chez nous, à Lingwala, Kitambo, mais à Tchangou, cette police, elle est invisible. C'est une question de culture, c'est comme je dis. Ah, donc Bissonnet, tout ça, nous sommes des citoyens normaux. Non, quand je parle de cette police-là, elle a des moyens pour nous. Cette brèche que tu ouvres risque de nous clouer, nous tous ici. Oui. On n'est pas dans la situation de normaux ou anormaux.
Mais le problème ici, c'est que c'est une question de culture. Comment vivent les gens de la Tchangou? Moi qui te parle, je suis natif de Massina. Je connais dans quel contexte et comment on vit là-bas. Ça n'a rien à voir avec... C'est un problème de culture. Non, mon problème, est-ce que cette police... C'est ce que je dis. J'ai parlé de la police, je ne parle pas de nos compatriotes. C'est ça le problème. Le rapport entre la police et la population. Quel est cet état de rapport? Cette police-là, Serge Kamongo, vous êtes dans une zone où vous êtes concentré déjà rien que dans une avenue avec plus de 15-20 000 personnes. Et 3 policiers. Et 3 policiers. Une arme. Et il n'est même pas armé. S'il a l'arme, il n'y a pas de balle. Il y en a peut-être 2 pour la sommation. Pour la sommation. Imaginez. Le problème, c'est que... Et les gens commencent à compter. 1, 2, après c'est fini. Cette police de proximité doit répondre en fonction du besoin et de la démographie. Merci beaucoup. Tchangou vit toujours. Il y a un sous-effectif des agents de la police. Et l'État doit en prendre en compte. Pourtant, c'est là où il y a une forte concentration en termes de... Et on a besoin de la vie de ces populations. Exactement. Très bien. Alors, Patrick Yannick. Moi, il y a un médecin qui m'a écrit hier. Il s'appelle Jérôme Sokolo. Bonjour, cher médecin. Il m'a dit, Serge, il faut dire au gouverneur de faire attention. Parce que quand vous dites déjà, par exemple, 10 000 francs, quand vous êtes à vagabondage, sans masque, vous dites 20 000 francs dans les véhicules, si vous dépassez le nombre. Vous dites, par exemple, des 100 000 à 1 million de francs qu'on laisse dans des boîtes de nuit, tout. Est-ce qu'à la fin de l'état de siège ici, ou à la fin de la pandémie, Ngobila viendra vers l'Assemblée provinciale, nous dire, voilà, pendant cette période, j'ai reçu autant d'argent. Ou bien, c'est une manière de faire fuiter cet argent via certains agents virés de la police. Ça ne devrait pas se faire après. Ça devrait se faire avant. Est-ce qu'il a déjà fait les points de quand il y avait Covid l'année passée? Il a eu combien d'argent et il en a fait quoi? Parce qu'aujourd'hui... Peut-être Patrick il les connaît. Moi, je n'ai jamais entendu. Non, il ne faut pas lancer des choses comme ça et après, c'est la police qui en bénéficie. Bon, certes, souffrait que je n'en dise pas beaucoup, mais je n'en pense pas moi. Sur, je dirais... je cherche un mot pour ne pas me créer des problèmes. On en a déjà assez. On a déjà on dit 10 000 francs, 20 000 francs. Mais après 2 semaines, la ville peut nous dire combien elle a perçu. Non, la ville est dans le en termes de quittance dans le marché. Si au marché où c'est régulier, c'est un problème. Que pensez-vous de l'argent donné de manière... J'ai compris que Patrick a donné sa langue au chat pour cette question. C'est pourquoi je suis en train de l'assister. Oui. C'est un problème qui fait mal, très mal. Parfois, il y a des choses où on perd notre latin. Mais c'est là où la ville peut avoir un peu de moyens. Non. Est-ce que cette décision d'abord a été avalisée par l'Assemblée provinciale? Commençons par là. L'Assemblée nationale... Mais l'Assemblée elle-même, on attend, non, c'est Ngobila qui ne va pas avec Magua Kabeba, avec Moukebaï, c'est quand même compliqué. Il y a des choses parfois qui nous fatiguent, qui nous désespèrent. On va à l'Assemblée nationale, Mbosso, Kodiampouanga, sur la sellette, ils tentent de calmer la situation, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas en tout cas. C'est bien dommage pour les PP Mbosso. Il s'est contredit, il s'est dédit avec son rapporteur. En même temps, ce sont ses collègues députés qui le clouent. Il dit, Mike Darby, non, c'est un don présidentiel dans cet audio que vous et nous avions tous suivi. Après, il fait marche arrière pour dire, non, c'était une souscription individuelle des députés. Mais certains députés disent, non, nous, on n'a pas souscrit. Mais comment les gens qui n'ont pas souscrit, mais vous dites, 250 bus vont arriver et au mois de juillet, 200 autres vont venir. C'est la contradiction et il faut ajouter à cela la clameur publique. Même Mbosso lui-même, il s'en fout, hein, le vieux dictateur à l'époque de Mobutu, comme disait Mobutu, il n'a pas besoin de l'opinion publique et pour lui, il agit et c'est fini. Merci pour la question. Je crois que dans cette question, il y a besoin de relativiser un tout petit peu. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, dans les différentes institutions, à moins que je ne me trompe, il y a quelques besoins d'ordre sociaux qui relèvent également du devoir de l'État. Pouvoir subventionner les députés et autres agents des carrières de service de l'État en moyens, par exemple, en moyens de mobilité. Depuis toujours, dans les différentes législatures en République démocratique du Congo, il y a eu cette culture de pouvoir octroyer des véhicules aux députés sous prétexte de pouvoir bien faire leur travail, pour aller dans leurs différentes bases, comme s'ils vont en véhicule, pourtant ils prêtent... C'est qui est normal d'ailleurs. Hein. En première classe, c'est logique. Là où le bas blesse, c'est que la notion de l'opportunité semble faire
souffrir en République démocratique du Congo. Les contextes. Le contexte semble, et non seulement le contexte maintenant, il y a également, vous savez, j'ai toujours dit aux acteurs politiques, arrêtez de croire que vous êtes dans la période des conquérants. Dans le monde actuel, dans l'exercice du pouvoir, au-delà de la technicité, dans les questions de gouvernance, s'il y a une deuxième question qui est pertinente, c'est la question de la communication. Parce qu'on est dans un État démocratique par définition. On est dans un régime de redevabilité. Et vous avez une opinion publique qui a soif de la redevabilité. Cette opinion publique s'est constituée en premier, comment on dit, gatekeeper, l'arbitre qui surveille l'action publique. Vous ne pouvez pas vous permettre d'agir en tant que politique et de ne pas comprendre quel est le sens de pouvoir communiquer convenablement et rendre compte à cette population. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à vivre comme la période de Machiavel, mais j'aimerais le rappeler. Ici, il y a lieu de s'assumer. S'il s'agit d'un nom du chef de l'État pour les députés, question de leur permettre de bien faire leur travail dans leur mobilité, parce que logiquement, un député, c'est un homme de terrain. Si c'est le cas, assumez-vous. Je comprends que cette thèse est difficile à pouvoir assumer dans le contexte de crise où le Congolais attend du chef de l'État de pouvoir toucher d'abord dans d'autres questions prioritaires que de pouvoir continuer à nourrir une certaine classe d'élite qui jusque-là, avec tout ce qu'il y a eu comme péripéties politiques, semble vivre mieux que les autres citoyens là-bas. Ah oui. Mais maintenant, la question c'est, si c'est dans ces cas-là, la bourde est déjà consommée, apprenez à le faire, il y a des gens qui savent faire ce travail-là. C'est un travail important. Deuxièmement, quand vous allez dans ces dynamiques, la contradiction c'est que les députés font partie de cette équipe, c'est-à-dire de l'institution Assemblée nationale. C'est pourquoi je comprends. Avant, je me posais la question, j'ai dit, pourquoi on doit interdire à un ministre qui veut communiquer sur son secteur s'il le maîtrise, de pouvoir obligatoirement avoir l'avis du chef du gouvernement? Je trouve ça atypique. Mais dans le contexte congolais, je commence petit à petit à comprendre pourquoi. Parce que le fait de communiquer en désordre, aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui paye le frais. Pour des simples communications, je dirais... Mais qui a fait fouter d'abord l'audio là? Qui a fait fouter? Oh, c'est depuis une culture maintenant. Il n'y a pas de secret. Il y a même deux ou trois versions dans cette histoire des dupes. Mbosso lui-même vous dit, les présidents de la République vous donnent. Et les chers vient voulant corriger. Et Mbosso dit, les chefs de l'État n'ont pas qu'à penser à vous de l'Union sacrée. Il va aussi donner aux opposants. Or, et à leur époque, lui, il oublie qu'à l'époque, là, lui, il était dans les FCC. Ce sont eux qui ne donnaient pas aux autres du MLC et de l'UDPS. Alors, Eliezer vient, il contredit. Jean-Jacques Mamba dit, donc, bon, on va voir si on va acheter ça à la fin de notre mandat. Il y a quand même la contradiction. Je crois que les deux avis qui sont venus après, d'Eliezer Tamboué, c'est vrai, pour quelqu'un qui vient de la communication, a voulu corriger vite cette erreur de Mbosso Nkodia qui ne tombait pas à point nommé au regard du contexte. Mais celui de Jean-Jacques Mamba, je crois que c'est un avis. Ce qui prouve à suffisance que dans le 2, s'il faut parler des préséances, s'il y a quelqu'un qui est mieux informé, quelqu'un qui maîtrise le péripétie de ce don de Jeep, c'est bien Mbosso. Mais si vous dites que la proposition de Mamba, l'avis de Mamba, mais semble être une proposition, c'est que l'option n'a pas été levée en plénière sur la souscription volontaire par chaque député. La réponse est oui. L'option. Mais pourquoi on veut nous mentir on veut nous mentir? Parce que s'il y avait une souscription volontaire. Serge, le mot mentir, ça il faut comprendre. Ils ne sont pas en train de chercher à mentir, ils sont en train de chercher à rectifier. Merci beaucoup. Il y a une erreur communicationnelle, ils cherchent à rectifier. Mais ce n'est pas comme ça qu'on les fait. Voilà. Je crois qu'à ce stade ici, un tout petit peu, cette communication-là, même le point de presse du rapporteur semble ne pas corriger la chose. Mais le problème, il faut dire au président Mbosso, lui, c'est quoi? Il se croit toujours à l'époque de l'Union sacrée et comment le comité standard du MPR. Et il se foutait de l'opinion publique. Vous voyez, même quand il danse, on dit non, président, vous êtes. Il dit non, moi je danse. Il pense qu'il est dans les MPR où on s'en foutait du peuple. Aujourd'hui, M. Mbosso, le peuple est devenu trop exigeant. Ce n'est plus comme à l'époque de Mobutu où vous vous foutez des gens, vous vous foutez de l'opinion. Cette population peut mettre fin à votre mandat du jour au lendemain. Parce que c'est cette population qui est souveraine et c'est à elle qu'il faut rendre compte en premier lieu. Je crains fort. J'ai vécu ça malheureusement en 2004 et en 2005 sous le bureau, je crois, Kabitatou, quand on a donné des jeeps extraits aux députés dans la ville, ces jeeps ont été cassés. Je crains fort que ça, je ne presse pas pour cela, mais déjà avec l'élan de ce que nous voyons, je crains fort qu'on en arrive là.
Comme c'est identifié des Hyundai, nous avons des gens, des particuliers qui ont l'air Hyundai déjà. Je pense que je dois courir derrière le temps. Allez-y. Gardi c'est les derniers thèmes. A englouti presque tout le temps. Je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour parler du dernier sujet. Je serai concis. J'aime ce que vous avez dit sur l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui s'est fait de plus en plus exigeante, pressante. Et moi, ça me va. Et ça, je dis, on est dans le bon chemin. Il faut rectifier maintenant les politiques. On est dans le bon chemin. Aujourd'hui, je suis même ahuri de lire et d'entendre les amis kabylistes monter au créneau, dire non, on ne peut pas, on ne doit pas. Je dis, mais il n'y a pas meilleure façon que de se foutre de la gueule de gens. Venons, non, il y a des gens, je vous en prie, sur certains sujets, il faut vous taire. Maintenant, ma position. Monsieur Mbosso, ce n'est pas la première boute. Ah oui. Il en multiplie. J'étais déjà hésitant quand on l'a choisi. Et mes hésitations se confirment à chaque sortie médiatique de monsieur Mbosso. Et vous avez bien fait de le dire. Les époques, les contextes, les temps ont changé. Ont changé. Et les acteurs, les dépositaires du pouvoir, particulièrement de l'UDPS, qui portera seul le bilan, doivent en tenir compte. J'ai dit que je ne serai pas long. Très bien. Madame, Messieurs, kiosque d'aujourd'hui, 4 minutes de temps additionnel fois ça. Ah oui, on va peut-être se séparer avec ces rapports de l'IGF, vous l'avez lu, transmis au président de la République, des mandataires, plusieurs mandataires cités, et le chef a été clair, hein, lors du 8e conseil des ministres, il a dit, en demandant aux ministres concernés, chacun, de pouvoir prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire quoi, la mise à l'écart de ces mandataires indexés, en attendant, on peut désigner des intérimaires, peut-être que le temps pour la justice d'enquêter davantage sur le travail de l'IGF. Il y a plusieurs entreprises, on ne cite pas les noms des gens ici, parce que jusque-là, c'est la justice, il y a l'IGF qui a fait le travail, il y a maintenant, comme on dit, l'instruction pré-juridictionnelle au niveau de différents parquets, mais pendant ce temps, il y a la revue annuelle du portefeuille qui vient d'intervenir, on aura peut-être des ADG nouveaux à intervenir. Ce que j'ai aimé dans votre intervention, c'est quand vous dites que la justice fasse son travail. Très bien, l'IGF, beaucoup de gens l'ignorent, n'est pas une juridiction judiciaire. C'est à la justice de faire son travail. Là, je veux prendre un petit exemple sur le cas du PCA de l'RVA. La justice semble ne pas bien faire son travail. Parce que il ne faut pas que l'on prête flanc à ceux qui pensent que la justice est aujourd'hui une arme séculière des dépositaires de pouvoir pour régler des comptes. Pour anéantir les opposants. Voilà. Il faut que les décisions de justice soient motivées et très bien motivées. Il ne faut pas qu'on nous laisse dans un goût d'inachevé, que la justice a été rendue, non sur le fond du droit, mais sur un fond politique, où on a enlevé le PCA de la RVA pour mettre un autre PCA qui s'est illustré en très peu de temps dans des pratiques peu orthodoxes. Et aussi vite fait. L'IOTA n'est plus membre du conseil. Non, je parle de M. Panou qui a remplacé M. Abdallah, qui est aujourd'hui en prison. Le DG, vous le dites. Le DG. Excusez un peu cette confusion. Voilà, il ne faudrait pas qu'on ait cette impression. L'état de droit, le socle de l'état de droit, c'est la justice. C'est la justice. Je me suis limité à ce cas parce qu'en le fouillant, ça m'a laissé un arrière-goût. Ça m'a laissé un goût, je dirais, pas règlement de compte, mais de politisation de l'affaire. Je parlais il y a 2 semaines avec un ministre dont je tais le nom. Il est aussi du secteur, je ne sais pas si c'est le secteur administratif ou le secteur... je dis, mais ce qui se passe par exemple à la RVA, vous avez les PCA qui suspendent les DG, mais les DG, les PCA... choisit un intérimaire, mais pendant ce temps, vous êtes du secteur, vous laissez la situation pourrir, mais c'est du désordre dans l'entretemps. Il faut rapidement que les chefs de l'État nomment les nouveaux mandataires. Les nouveaux mandataires. Oui. Je crois que c'est une nécessité au regard du contexte, mais la nomination de nouveaux mandataires n'exclut pas qu'on garde ceux qui font un travail convenable. Mais s'ils ne sont pas de c'est ça le problème. Est-ce qu'il faudra continuer dans ces donnes politiques
Je ne sais pas, mais je crois qu'aujourd'hui, les besoins des résultats priment sur le simple besoin d'appartenance politique. Maintenant, la question sur l'IGF, moi j'ai toujours dit depuis un certain moment, je crois que l'IGF aujourd'hui a permis de remettre un peu dans la tête des gens une certaine conscience. Mais loin de pouvoir encore remettre en question les conclusions, encore les résultats de la justice, je pense que plutôt, il faut accepter également qu'il y ait quelques fresques ou quelques frasques dans les décisions, mais qu'il faut vite corriger. Moi, naïvement peut-être, contrairement à Patrick Eyalé, je crois que dans cette question de la RVA, il est possible que les choses se passent dans la logique, dans le respect des règles de l'art. Je crois que la Cour de cassation pourra faire les choses convenablement, parce que, à moins qu'on me dise le contraire, dans la notion de libre administration au niveau des entreprises publiques, le directeur général, qui est le gestionnaire au quotidien, a une certaine maîtrise sur les questions des priorités et les questions nécessaires. Bien sûr, bien sûr. Et je ne pense pas qu'il l'ait fait en excluant le conseil d'administration. Si aujourd'hui, alors qu'on parle de détournement, on se rend compte que M. Abdallah Bilingue a préféré orienter l'argent vers la paye des agents que de pouvoir honorer les autres contrats sociaux avec la CNSS et les autres, parce que c'est ça le grief mis à sa charge, je crois que c'est une décision qui a été amplement discutée et levée. Or, le problème dans ces types de contrats ne date pas d'aujourd'hui. Je suis tombé hier, Serge Kabongo, sur une note de la RVA du 21 août 2015, je crois, où le directeur général fait état justement de ses dettes de l'État vis-à-vis des autres institutions partenaires financiers. Ça veut dire, et dans le rapport, on fait état de manque de paiement de ces droits sociaux depuis 1996. Ça vous dit quoi? Quand vous voyez, par exemple, Alex Onatra, c'est des conflits entre les conseils d'administration et les comités de gestion. Vous voyez à la Codeco, comment on dit, la Codeco, hein, la caisse d'épargne. J'ai suivi lors de la revue annuelle des contradictions entre les PCA et les comités et les DG. Vous voyez à la RVA, c'est comme des gens qui ne savent pas cohabiter, qui ne savent pas travailler ensemble. C'est parce que vous avez un PCA du FCC ou soit un DG du PPRD. C'est aussi ça le problème? Je crois oui. La politisation des entreprises est une pollution. Est une pollution pour ces entreprises qui, déjà pour la plupart, ont une viabilité qui laisse à désirer. Mais quand on politise cela de façon bicéphale, où vous avez le pôle FCC et le pôle Union Sacrée, ça ne peut que donner de tels résultats. Merci beaucoup, Patrick. Je serais pas un gentleman si je ne disais pas un joyeux anniversaire à notre belle-sœur, Madame votre épouse. Très bien. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. Ah, mais vous avez 30 secondes pour dire... Encore une prolongation. Non, sincèrement, heureux anniversaire à Madame Kabongo. C'est elle qui a choisi cette cravate pour moi les matins. Je crois qu'elle le mérite dans le sens où, quand on regarde votre homme, vous faites un travail de titan, vous êtes également une warrior, et toute les bonnes chances pour la vie. J'espère que dans le prochain jour, mon foufou sera prêt à la maison. Merci beaucoup. Allez, Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Madame Grace, je vous aime et je vous aimerai toujours. Bon anniversaire à vous. Allez, on va se séparer. Merci à toute l'équipe technique d'avoir été des nôtres. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, de nous regarder et de nous suivre depuis Ngashi. Ngashi, je crois, c'est au niveau du Kouilou, dans l'ex-Grand Bandundu. Au revoir et à demain.